Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Nous sommes le mercredi 20 juillet 2016, il est 15h16, la session Forex est ouverte aux États-Unis, les marchés spot ouvrent dans 14 minutes et aujourd'hui pas de statistiques majeures sur l'agenda macroéconomique hormis la publication des stocks de pétrole et des stocks d'essence aux États-Unis. Alors on va quand même passer du temps à étudier les indices boursiers américains qui inscrivent des records historiques depuis la semaine dernière, en plein cœur de la saison des résultats trimestriels, en plein cœur d'une macroéconomie favorable à l'économie américaine et malgré tout la Réserve fédérale mercredi prochain, donc le 27 juillet, qui ne devrait pas relever ses taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui explique cette force des marchés actions américains avec un dollar qui est toujours plus haut, notamment face aux devises européennes? Vous l'avez constaté aujourd'hui, notamment sur le taux de change euro-dollar, même si ce n'est pas la chute libre, il continue de s'imposer. Alors, on va revenir sur quelques éléments fondamentaux. Ensuite, on pratiquera l'analyse technique sur le NAS 100, le SPX 500 et l'US 30, donc les trois CFD qui représentent les trois indices boursiers majeurs aux États-Unis. On s'attardera en deuxième partie sur le dollar américain, analyse technique de l'US Dollar Index, analyse technique de l'US Dollar Currency Index en utilisant TradingView, qui est donc sponsorisé par FXCM. Et enfin, les paires majeures en dollars. Et pour les autres actifs, eh bien, je vous invite à laisser des questions dans le chat qui est ouvert depuis 1 minute environ. Alors, bienvenue. On commence. Alors, vous avez sous les yeux le graphique de l'euro-dollar, mais on va d'abord passer en revue les indices boursiers américains. Alors que faut-il retenir? Sixième record consécutif pour les grands indices boursiers américains. Bulle spéculative ou pas, en tout cas ce qui est certain c'est que Wall Street a désormais un aspect refuge qu'on ne lui connaissait pas, essentiellement parce que le risque politique a fait son grand retour en Europe, le Brexit, les événements récents en Turquie. Alors même si la Turquie n'appartient pas à l'Union européenne, il faut avoir à l'esprit que de nombreux poids lourds industriels au sein de la zone euro réalisent une partie importante de leur chiffre d'affaires en Turquie, et quand bien même cela n'aurait pas un impact économique majeur, eh bien cela suffit pour créer des déplacements de capitaux des marchés actions européens vers les marchés actions US. C'est ce que montrent d'ailleurs actuellement les rapports sur les flux de capitaux internationaux, avec la semaine dernière un record dans le déplacement des capitaux des actions européennes vers les actions américaines. Alors donc le S&P 500, 6 séances consécutives de hausse. Les résultats d'entreprise donc du second trimestre, avril, mai, juin, juillet, autant pour moi, pour l'instant favorable. Alors après, la bonne surprise, je dirais, pour les entreprises américaines, ça vient du côté du secteur bancaire. On n'attendait pas ça. Les banques américaines s'en sortent malgré un environnement de taux bas, essentiellement grâce aux activités de marché. Concrètement, elles ont bien négocié l'évolution des prix sur les marchés financiers. Tous les secteurs du S&P 500 sont recherchés, notamment les valeurs industrielles et les valeurs financières. Alors, un premier topo que je peux vous faire déjà sur les entreprises du S&P 500. Vous avez sous les yeux le CFD SPX 500 en données journalières. Mais avant tout, on regarde ensemble l'avertissement sur les risques liés au trading. Alors, trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, déjà, aux États-Unis, le monde, c'est loin. Aux États-Unis, on regarde la Fed, la politique monétaire de la Réserve fédérale et encore les résultats d'entreprise. Pour le moment, seulement 10% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats. Mais sur ces 10% des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, elles sont majoritaires à avoir dépassé les attentes du marché. Alors pour être précis, elles sont une quarantaine à avoir battu les attentes, une dizaine ont déçu. Alors aujourd'hui, on va surveiller la cotation du titre Microsoft, important, a publié ses résultats hier. Je vous ai posté dans la section commentaires toutes les entreprises américaines qui publient aujourd'hui. Il faut notamment se focaliser sur Morgan Stanley, la banque d'affaires, American Express, les cartes bancaires. Pourquoi? Parce que maintenant c'est un moyen de paiement privilégié et ça permet de remonter la consommation réelle. Et on sait que le consommateur américain, c'est l'essentiel de la formation du produit intérieur brut des États-Unis. Et ça fonctionne de mieux en mieux. On se fie beaucoup à ça maintenant. Les informations que nous remontent les sociétés qui éditent les cartes de crédit, parce que voilà, concrètement, l'acte de consommation, il est réalisé. Donc ça permet
savoir comment se sont comportés les consommateurs. C'est quand même plus convaincant qu'un indicateur avancé, souvent basé sur des sondages, comme par exemple l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan. La macroéconomie, hier, on en a déjà parlé, mais un dernier mot tout de même, c'est le secteur immobilier qui a surpris positivement les marchés, les mises en chantier, les permis de construire. Et donc aujourd'hui, comme expliqué en ouverture de ce point de marché, nous n'attendons pas de grandes statistiques à part les stocks de pétrole. Et c'est pourquoi on parlera donc de le taux de change USD CAD. Alors voilà, bonjour à tous, Disque Alex, Gilles, Yves, Padof et les fidèles auditeurs. Donc on passe en plein écran. Écoutez, que vous dire si ce n'est que l'analyse technique sur les marchés actions US, ça fonctionne bien. Vous avez ici l'indice S&P 500 en données journalières. Le 19 mai 2015 avait signé les nouveaux records historiques du S&P 500, donc 2137. Je zoome. On a réalisé une cassure haussière en cours de clôture le 11 juillet et depuis on enchaîne les séances consécutives de hausse. Alors hier c'est vrai que j'ai évoqué la possibilité qu'on fasse un retracement, ça finira par arriver, hein, ça commence à comprimer donc attention. La seule chose pardon, que vous devez surveiller, et cette fois-ci je parle d'une tactique de trading sur le CFD SPX 500, c'est que tôt ou tard il y aura un test de ses précédents records historiques. C'est justement lorsqu'on croit que cela n'arrivera plus que ça se produit. Donc les marchés actions américains retracent. Alors, retracent pas comme en Europe, mais retracent. Et si vous prenez par exemple la dernière jambe de hausse, celle qui s'est déployée entre le 6 juillet et le 11, eh bien vous avez un ratio qui correspond 38% de retracement, pile poil 2137. Donc pour l'instant c'est bullish, d'accord. Ça peut continuer de monter, d'ailleurs rien ne s'y oppose. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que vous n'êtes pas là dans un bon timing d'achat. Donc là, c'est du suivi de tendance. Hein, c'est comme les paires en yens, c'est-à-dire que les signaux techniques ont été donnés la semaine dernière. Le SP500, donc regardez, pardon, le S&P 500 ici, ce qui fait une petite phase de consolidation ascendante, un espèce de triangle rectangle ascendant. C'est vrai que là, on a le sentiment que ça pourrait réaliser une cassure haussière rapide des 2174 points pour se diriger vers 2200 points. Pour l'instant, c'est haussier. Et donc ce que vous pouvez faire en intraday sur le S&P 500, c'est bien surveiller ce petit range et le trader dans le sens de la tendance. Si jamais on brise cette ligne chartiste, le petit triangle, on fera le pullback. Donc en termes de stratégie, il y a deux possibilités. Celle que j'apprécie le moins, c'est la cassure haussière, 2170 pour aller chercher 2002. Et celle que j'aimerais avoir, c'est le pullback sur l'ancien sommet historique et derrière ça relance. Qu'est-ce qui pourrait la semaine prochaine vraiment pousser Wall Street? Eh bien, la réserve fédérale, qui ne manquera pas de rappeler qu'elle a une approche modérée. Pour l'instant, c'est bien haussier à Wall Street. Le Dow Jones, lui, bien, en profite là pour continuer de progresser. Vous avez ici une extension de Fibonacci. Alors, vous êtes obligé de faire comme ça sur les indices américains. C'est la force de l'analyse technique. Lorsque vous avez des actifs qui sont sur des nouveaux sommets historiques, vous avez beau revenir dans le passé, vous n'allez pas trouver des niveaux de chartistes horizontaux, parce que ça n'existe pas. Donc ce que vous pouvez faire sur les indices américains, c'est projeter les précédentes jambes directionnelles au point bas des phases de consolidation en utilisant cet outil-là. Donc sur la plateforme, c'est expansion de Fibo. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai projeté le mouvement de hausse ici entre le 27 juin et le 4 juillet au point bas de la conso, ce qui me permet d'envisager un 18 670. Et à ce moment-là, le CFD US 30 au contact des 18 670 pourrait bien finir donc par entrer en consolidation. Le Nasdaq 100 rattrape son retard, cassure technique haussière il y a 2 jours, dépassement des sommets du 19 avril. Là aussi, il y a de la marge, c'est-à-dire que les précédents sommets ici remontent à novembre 2015 sur le CFD NAS 100 à 4737 points, c'est bien haussier. La seule chose qui me dérange encore une fois, c'est l'écartement aux principales moyennes mobiles. Et donc c'est pour ça que je répète qu'on n'est pas dans un timing, c'est simple, hein, on est dans le marché, on n'y est pas. Là c'est plutôt du suivi de tendance. La seule chose, c'est le retracement pour ceux qui n'y sont pas. En tout cas sur cet horizon de temps. Là, admettons que pour l'instant c'est bien orienté. Et si d'ailleurs on revient sur le S&P 500 et qu'on travaille cette phase latérale, par exemple en H4,
Eh bien, non, il y a vraiment aucune div. Vous voyez le petit triangle ici, là, sur le SP500 en H4. D'ailleurs, c'est très similaire, je trouve, à l'analyse technique de l'USD Yen, mais ça, c'est pas une surprise, puisque ce sont deux marchés corrélés. Au passage, le 29 juillet, donc c'est vendredi de la semaine prochaine, prochaine décision en matière de taux de la Banque centrale du Japon. Bon, là aussi, il y a un marché qui spécule sur une action, ça met sous pression le yen, donc il y a un ensemble de facteurs qui, depuis la semaine dernière, donnent de l'élan aux paires en yen. Voilà donc pour les indices boursiers américains. En Europe, alors on parle beaucoup de sous-performance, et en fait le terme n'est pas approprié, c'est carrément un différentiel de dynamique. On est baissier en Europe depuis le printemps 2015, par contre à court terme on profite quand même de l'élan de Wall Street. Les indices boursiers de la zone euro, on va utiliser donc le CFD EUSTX 50, il est là en données 4 heures. Alors ce matin, on va être parfaitement honnête, j'avais un doute. Pourquoi? EUSTX 50 brise MM20H4, mais les moyennes mobiles se sont mises à plat. Ce qui me gênait beaucoup, c'est le fait que l'Eurostoxx 50 ait fait un pullback parfait sur ce niveau horizontal, qui était le précédent sommet du 30 juin. Sous la moyenne mobile, je pensais qu'on pouvait continuer de faire du surplace. Par contre, on a fait une cassure haussière, ça repart. Mais en même temps, les marchés actions de la zone euro, je suis d'un point de vue directionnel vraiment pas à l'aise du tout. Et dans le meilleur des cas, ce sont des marchés qui font du surplace. Après, par exemple demain, avec la Banque Centrale Européenne, on pourrait avoir un rattrapage relatif de ces marchés actions de la zone euro si, bien sûr, Mario Draghi satisfait les attentes du marché. Autant vous dire qu'avec le retour du risque politique en Europe depuis quelques semaines, les mots, j'espère, seront bien choisis pour chercher à diminuer la volatilité sur les marchés actions européens. Alors, d'un point de vue technique, bon, la consolidation semble terminée en Europe, mais voilà, je préfère, moi, vous proposer des stratégies directionnelles sur les marchés actions américains plutôt que s'exposer fortement au marché actions européen. Ça reste trop volatile et de toute façon, c'est pas directionnel. Même en intraday, on est encore en deçà des sommets qui ont été atteints le 18 juin. Bref, dans cette émission, on parle des actions américaines. Donc aujourd'hui, j'ai un focus sur cette petite phase de transition latérale ici sur le SPX 500, un espèce de petit triangle rectangle ascendant dont les cours sont susceptibles de sortir par le haut. Alors, on passe maintenant sur le dollar américain. On va étudier deux indices de devises. Tout d'abord celui qui est sur la plateforme l'US Dollar Index de FXM, et ensuite l'indice dollar qui est suivi dans les grandes salles de marché et que vous pouvez consulter sur TradingView. Le dollar américain, c'est toujours le leader. Il est sorti par le haut d'une phase de transition latérale ici sur l'US Dollar Index de FXM. Moi, je confirme un objectif à 12 138 points. 12 138, c'est une extension de Fibonacci. Je projette l'amplitude de la jambe de hausse du Brexit. Alors du Brexit, du vote des Britanniques favorable au Brexit, parce que ce n'est pas encore une réalité, au point bas de cette phase de transition latérale. Bon, c'est vrai que c'est un scénario que je défends depuis assez longtemps, notamment lorsqu'on était dans la partie basse ici de cette phase latérale. Le marché attendait, en tout cas d'un point de vue technique, l'arrivée de ces principales moyennes mobiles. Alors je ne sais pas si vous savez comment on utilise des moyennes mobiles, mais ce qui est très important en tendance, c'est leur alignement. Et dans un marché haussier, la moyenne mobile à court terme doit se situer au-dessus de la moyenne mobile euh, à temporalité supérieure. Donc là tout va bien, puisque la moyenne mobile à 20 jours se situe toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc ça reste haussier, le dollar américain, et je vise 12 138. Alors, cela implique davantage de pression sur les paires en dollars, presque un objectif atteint sur la UD-USD. Je visais cette ligne chartiste, allez, sur 74,50, c'est presque fait, mais on va aller au bout de la conviction, donc une vingtaine de points peut-être encore à perdre. Le taux de change USD4 qui était sur support il y a 3 séances et qui s'approche d'un haut de range, en termes de volatilité réalisée pour cette session du 20 juillet 2016, c'est là où il faut faire attention, puisque la contrepartie de ce taux de change, c'est le dollar canadien, et il sera influencé par la publication des stocks de brut aux États-Unis, des stocks d'essence tout à l'heure. Donc méfiez-vous de
de ce catalyseur de marché, peu importe le momentum que vous constatez actuellement sur l'USD CAD, si vous avez payé le bas du range, ça me paraît toujours intelligent de prendre des bénéfices avant la statistique qui est susceptible de créer de la volatilité. Après, c'est à vous de voir. Je pense que 1,31 c'est une cible pour ceux qui ont pu s'exposer au support à 1,2850. Le dollar américain face aux devises européennes, et on commence par le franc, alors le franc suisse bien sûr. Donc l'USD-CHF toujours haussier. À peu de choses près, il s'agit du taux de change euro-dollar, mais qui se regarde dans un miroir. Donc l'USD-CHF est haussier, l'euro-dollar est baissier. Pourquoi? Parce que l'euro-CHF, lui, c'est un range trading. L'USD-CHF donc a bien rebondi sur son premier support. Il tente là de dépasser les 0,9891. Donc c'est haussier et j'ai envie de dire tout va bien et je pense qu'on peut aller plus haut. Alors l'euro dollar, attention, c'est vrai, on est sorti par le bas de cette phase de transition latérale. Moi je répète chaque jour que je suis baissier tant que nous sommes sous la moyenne mobile simple à 20 jours, mais je ne suis pas agressivement baissier. Et autant vous dire que si j'étais à la place d'un trader ayant une position ouverte sur l'euro dollar, je serais liquide avant que Mario Draghi demain démarre sa conférence de presse. Après c'est à vous de voir, vous êtes libre, mais si vous avez profité de la baisse de l'euro dollar, clairement prenez des bénéfices avant Draghi, et aussi parce que le dollar US a quand même déjà bien monté et qu'on a tendance à l'oublier lorsqu'on est dans un marché directionnel, on finit toujours par retracer. Ce qui est tout à fait possible sur le dollar US, qui peut faire un pullback sur son nouveau support ici à 12 050. Après, c'est vous qui décidez. NZD USD, la cible c'était 0,70, on l'a faite mais on retombe, si on le casse on ira plus bas. C'est vrai que le dollar néo-zélandais est sous pression, rappelez-vous sur le GBP NZD, je vous avais montré ça la semaine dernière, la force des niveaux de chartistes horizontaux sur les graphiques de long terme, avec notamment simplement le niveau des 1,77, donc vous voyez, c'était le plus bas du 30 mars 2013, niveau horizontal, au pipe près, donc comme quoi c'est pas non plus du hasard l'analyse chartiste, au pipe près, le rebond. Voilà. Croyez-vous qu'un analyste fondamental aurait pu percevoir un rebond de 1000 points du GBP NZD avec des méthodes non chartistes? Bon, pour le coup ça a bien marché. Alors c'était juste une parenthèse pour vous montrer l'efficacité du chartisme que je défends. L'USD Yen, alors moi je parle beaucoup de la hausse depuis la semaine dernière. Maintenant, depuis qu'on est sorti par le haut de ce wedge, ça continue de monter. Le bémol, c'est qu'on attaque la partie haute de ce canal, mais on peut aller plus haut, je pense. On peut aller plus haut. Déjà, la semaine dernière, on avait un bullish engulfing qui continue de produire ses effets. MM20 semaines est à 107,50. Ouais, je pense qu'on peut aller taper 107, surtout que la Banque centrale du Japon prend une décision de politique monétaire le 29 juillet. Donc vendredi de la semaine prochaine. Et donc voilà, il y a des spéculations cette fois-ci sur ce qu'elle serait susceptible d'engager. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels d'organismes internationaux, de gouvernements, de banques centrales pour que la BOJ cesse d'intervenir sur le marché d'échange, pour pas déclencher ce qu'en fait déjà une réalité, la guerre d'échange, mais on va dire pour pas jeter de l'huile sur le feu sur ce qui est déjà une réalité, la guerre d'échange. Après, elle fait ce qu'elle veut, elle est indépendante. Et d'autre part, je vous rappelle que la semaine dernière, le gouvernement en place a été confirmé par un succès électoral au Sénat. Bon, voilà, s'ils veulent agir, ils agiront. La réponse le 29 juillet. Par contre, voilà, moi j'ai toujours aimé les mouvements directionnels dans les phases d'anticipation. Et c'est ce qui entretient là la dynamique positive des paires en yens. Alors le GBP USD, c'est parti. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hormis le fait qu'on est toujours couvert par la moyenne mobile à 20 jours. Après, je suis pas très à l'aise par rapport à ce que fait maintenant le marché. Il y avait des bons chiffres ce matin sur le GBP. Bon, il y a eu un léger rebond, ça reste sous pression. Finalement, on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus neutre depuis le choix d'un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Alors, est-ce qu'on peut rester agressivement baissier? Moi, je voulais vous dire donc que, comment dire, j'étais avec une stratégie négative
sous la moyenne mobile à 20 jours, donc je vais pas tricher, hein, j'arrête si on brise la 20 jours, parce que cela voudra dire qu'on se mettra dans un range. Et voilà, donc c'est ça que je surveille. Ça file hein, vers un 31, l'USD CAD. On peut probablement... Alors, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est ces lignes de tendance? Il y en a une première qui attrape la volatilité basse, donc les mèches, les niveaux extrêmes, et celle-ci en noir attrape les cours de clôture. Pour basculer sur les cours de clôture, vous avez ce bouton-là. Ligne, ligne, c'est cours de clôture. Et là, vous repassez en chandelier japonais. Où peut aller le taux de change USD CAD avant les stocks? 1,31. Aujourd'hui, imaginez un USD CAD qui accélérerait et qui dépasserait 1,3187. Il s'agirait d'un signal d'achat de l'analyse technique. En clôture journalière, clôturée ce soir à 1,3230, c'est boule, et c'est pas pour s'arrêter à 1,3250. C'est pas fait, mais il faut le surveiller celui-là, parce que si ça a lieu, le pullback sera parfait. Après, ça dépendra du dollar canadien et des stocks de pétrole. Euro GBP, c'est comme le GBP USD, et je vais aller au bout de ce que je propose. La moyenne mobile à 20 jours, on est encore au-dessus, tant qu'on est au-dessus, voilà. Après, j'avoue, c'est pas top, ça accélère pas. Je serai invalidé si on la brise, la moyenne mobile. Ok, alors maintenant, donc on a étudié les indices boursiers américains, le dollar US, les paires en dollars. Un mot sur l'évolution des rendements obligataires aux États-Unis. Ça c'est important parce que la Réserve fédérale rend une décision monétaire mercredi prochain. Alors les rendements obligataires sont importants de manière absolue, mais sur le marché des taux, ce qui compte c'est le spread. C'est le différentiel, l'écart entre soit des contrats de taux de nature différente ou le spread entre des contrats de taux d'une même catégorie. Par exemple, le Bund allemand à 10 ans ou le T-Note américain à 10 ans. Lorsque vous regardez aujourd'hui la dynamique du rendement obligataire américain à 10 ans, il monte, alors qu'en Europe, on recule. C'est donc là encore un élargissement du spread de taux favorable à la rémunération du dollar américain. Ça fait partie, là aussi, des facteurs qui expliquent fondamentalement l'avancée de l'US Dollar Index. Alors, je vous avais aussi promis de passer en revue l'analyse technique du DXY, US Dollar Currency Index, très utilisé dans les salles de marché. Le mnémonique, c'est DXY. Bon, il y a 2 semaines, double bottom, support majeur, c'est propre. La cible, c'était d'aller chercher 97,50. On y est presque. C'est pour ça que tôt ou tard, dollar américain peut faire un pullback. Hein, puisque là, on va rejoindre cet oblique chartiste. Ça peut passer, hein, mais c'est un objectif de cours. C'est à ce moment-là qu'il va falloir arrêter d'acheter le dollar américain pour vos stratégies de day trading. Alors, j'ai posté les commentaires. Donc, bonjour. Bonjour Pado, bonjour. Donc, USD CAD, quel est votre sentiment? Alors, donc, je vais revenir sur l'USD CAD. Donc les stocks de pétrole aux États-Unis et les stocks d'essence, ça ce sont des éléments qui sont publiés tout à l'heure aux États-Unis. Quelles sont les anticipations? Pardon. Alors, à 16h30, le marché envisage un léger déstockage. Bon, pas très significatif. On verra bien l'impact que cela a sur le pétrole. Attention parce que les contrats de pétrole, qu'il s'agisse du Brut US ou du Brent, pour l'instant préservent leur moyenne mobile à 20 semaines. Moi franchement, l'USD4 c'est un range trading. Je paye un 28,50, un 31, je prends mes bénéfices. Après vous faites ce que vous voulez. Alors, un point sur l'once d'or. Alors oui voilà Tony, pour l'instant le GBP, vous savez les statistiques britanniques qui sont proposées ce matin là, elles concernent le mois de mai ou le mois de juin, donc ce sont des statistiques d'activité réelle d'une période temporelle passée, en plus avant le vote, c'est pour ça. Le Fonds monétaire international a nettement revu en baisse, a divisé par 2 les projections de croissance du produit intérieur brut britannique en 2017.
Alors le gold, on me demande un point sur le gold, donc c'est parti. Je charge la disposition sur les matières premières et on va aller étudier le gold. Alors le gold, c'est simple, enfin simple. J'ai une chose à vous montrer, je retire ça, ça sert à rien. Enfin si c'est 1300, donc je le retire. Je vais mettre 1300. Je m'intéresse uniquement à une stratégie d'achat. Il y a un principe en chartiste qui est celui du premier test. Un point, deux points, une ligne chartiste existe, elle n'a jamais été testée. Elle attrape le plus bas du 2 juin, le plus bas du 23 juin, et j'attends, donc voilà, c'est simple, hein, ligne chartiste. Un once d'or sous pression de la force du dollar US, mais bientôt le dollar américain va retracer. L'once d'or arrivera sur la ligne chartiste et ça se paye. Donc j'ai pas le prix exact pour l'instant, mais vous aurez là, donc mettez-vous en données journalières, hein, hop, vous prenez le point bas du 3 juin, le point bas du 24, vous tracez une ligne chartiste en utilisant ajouter ligne, coller au plus haut, plus bas, et il faut attendre un test précis du niveau chartiste. Donc pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais je l'attends avec impatience. Et à ce moment-là, actuellement c'est 1305, 1306, je pense que on pourra envisager une stratégie positive en gérant son risque sous 1300 $. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes les questions, donc merci d'avoir été attentif au Wall Street Insider. Si tout va bien, le point de marché vague d'Elliott commence dans 15 minutes, et moi je vous retrouve à 17h30 pour la closing bell. Merci à tous, bonne suite de webinaire et à tout à l'heure.